Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi, Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange. il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là. Alors, Philippe, c'était le congrès du Parti conservateur du Canada et on veut encadrer les droits des transgenres. Et selon Le Devoir, ce sont des politiques hostiles à l'inclusion des personnes transgenres. Eh bien, Qu'est-ce que tu en penses? On connaît l'objectivité rigoureuse du Devoir en la matière. Donc, on devine que les collaborateurs ne sont pas nécessairement très conservateurs. Mais donc, ce qu'on a appris, justement, c'est que les membres du Parti conservateur, après des débats importants au sein du Congrès, auraient décidé que les transgenres ne devraient pas avoir, par exemple, les femmes trans, donc qui sont nées hommes, ne pourraient pas avoir accès aux vestiaires des femmes, ni aux toilettes féminines, ni aux prisons pour femmes. Et ils voudraient abolir le droit à la transition chez les mineurs. Donc, on sait que chez les mineurs, aux États-Unis notamment, il y a beaucoup de détransitions. Autrement dit, des jeunes qui, mettons, à 13-14 ans, s'étaient dit, finalement, je suis né dans le mauvais corps, donc ils commencent à prendre des bloqueurs de puberté, toutes sortes d'hormones. Ils peuvent même passer par la mastectomie. Et puis là, après quelques années, ils se rendent compte que c'était pas l'idée du siècle. C'est-à-dire qu'ils étaient perdus lors d'une période de leur vie, puis finalement, l'idée de faire une transition, c'était pas forcément ça qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Donc, c'est pour ces raisons-là, je crois, que les conservateurs ont décidé d'adopter ces politiques-là. Pour le moment, on ne sait pas quelles sont les opinions de Poilièvre comme telles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire le Parti conservateur. Mais pour moi, ce sont des idées qui devraient aller de soi. Pour moi, c'est quasiment le bon sens. Surtout dans les prisons. Si on a créé des prisons pour femmes, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Ben oui. Donc, c'est parce qu'on veut protéger ces femmes-là. On sait très bien qu'entre hommes et femmes, ça peut pas fonctionner, qu'il peut facilement avoir des agressions, des violences, que c'est pas du tout la même dynamique, la même atmosphère. Donc, s'il y a des personnes qui sont nées hommes et qui s'en vont dans des prisons pour femmes, puis on sait très bien que parmi les criminels, il y en a qui peuvent simuler une transition, qui peuvent faire semblant pour mieux s'insérer dans le milieu. Donc, faut pas être naïf sur ces questions-là. Ben Philippe, c'est comme si y a un lobby qui veut pousser des idées et ça change. Puis tu sais, comme on fait des changements sans consulter personne. Et là, de plus en plus de gens disent « Hey, on peut-tu appuyer sur le pédale à frein puis en discuter? On peut-tu mettre un break? Là? Puis je pense que c'est ça le réflexe. Là. » Ben oui, parce que l'idée, c'est pas de dire que faut plus rien... faut plus donner aucun droit aux trans. D'autant plus qu'on sait qu'en dehors des pays occidentaux, les trans peuvent être persécutés. Il peut y avoir vraiment carrément des meurtres à l'égard des personnes transgenres dans d'autres pays en dehors de l'Occident. Il faut toujours se rappeler de ça, parce que l'Occident, c'est comme un microcosme en termes de droits et libertés. Aussitôt qu'on sort de ça, on n'est plus du tout dans le wokisme. Là. On est complètement à l'inverse dans des sociétés plus traditionnalistes qui vont plutôt persécuter les trans. Donc, il faut toujours avoir ça en tête. Après, je pense que les conservateurs canadiens puis les personnes qui sont en dehors de ce parti-là puis qui sont simplement sceptiques, justement des idées qui vont peut-être trop vite, comme tu dis, qui n'ont pas été suffisamment discutées, nous montrent que ça va justement trop loin. Puis on le voit notamment dans les programmes scolaires, on en a déjà parlé. Dès le secondaire, maintenant, on dit aux jeunes, vous savez, vous pouvez faire une transition. Puis on leur dit ça dès le secondaire 1. Puis on leur dit, vous pouvez le faire sans l'accord de vos parents, sans même en parler à vos parents dès l'âge de 14 ans. Donc, je pense que ça devrait juste aller de soi que chez les mineurs, il faudrait d'abord avoir des processus plus rigoureux pour regarder qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête du jeune. Est-ce qu'il y a vraiment un problème, il est vraiment né dans le mauvais corps, ce qui peut arriver, mais dans des cas très rares, cela dit, ce qu'on ne dit pas souvent. Et puis, il faut savoir, est-ce que le jeune est en train de simuler une fausse dépression ou une fausse détresse? Parce qu'on sait que chez les influenceurs trans, il est encouragé de simuler l'envie de mettre fin à ses jours, de faire une dépression. Donc, c'est encouragé par les influenceurs trans. Ben, il y a une pression sociale. Tu sais, quand t'es jeune, tu te cherches, tu veux être populaire, tout ça. Puis là, là, ils apprennent que tu te poses des questions. Hey, là, t'es cool. Soudainement, t'es passé de l'enfant qui était un peu nerd à le gars le plus cool de la classe. Wow, lui, il est en train de changer de sexe. Wow, puis ça, veut pas. Ben, ça rentre dans la tête du petit gars, puis là, il devient populaire. Fait que là, est-ce que c'est son choix? Est-ce qu'il y a de la pression sociale? C'est pas clair, là. Il peut y avoir de la pression sociale, c'est sûr, parce que, comme tu dis, ça permet de se démarquer de nos jours. Puis on le voit sur les réseaux sociaux, ça se répand comme une traînée de poudre, le mouvement trans, parce qu'on sait que ça a vraiment bondi en 1-2 ans.
on se rappelle juste en 2020-2021, c'était pas encore très, très populaire. Alors que là, on voit des augmentations, par exemple, aux États-Unis de plus 4000 % en un an d'appels à faire des transitions. Plus 4000 %, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, il y a eu vraiment une traînée de poudre idéologique. Il y a une mode là-dedans. Oui, c'est ça, il y a vraiment une mode. Tu avais déjà parlé dans une chronique il n'y a pas longtemps, c'est comme une mode un peu. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas comme la mode punk. C'est-à-dire, c'est pas juste un habillement qu'on peut enlever une fois que tu es rendu un adulte. C'est ça, c'est parce que là, les transitions, une fois qu'on veut faire une détransition, on ne retrouvera pas la situation initiale. On le voit notamment, une jeune femme qui a pris des testostérone, mais ça se peut qu'elle garde une voix grave pour le reste de ses jours. Donc, c'est quand même très grave, pour une erreur de jeunesse comme ça. Puis en plus, on parle aussi d'une vie sexuelle qui est gâchée, qui peut plus vraiment se faire. Donc... Je parlais tantôt à Éric Duhaime, puis il craint, il dit, ça va tellement vite, l'affaire des transphobes, je crains, il dit, en tant qu'homosexuel, je crains un backlash. Et la même chose avec l'immigration. À un moment donné, la gauche, le seul discours qu'ils avaient sur l'immigration, c'est qu'il faut tout le temps en avoir plus, il faut tout le temps en avoir plus. Et là, il y a une certaine droite qui est arrivée, puis bon, qui pourrait passer pour anti-immigrante, tout ça. Mais tu sais, si la gauche n'a pas un discours logique et modéré sur la question, ben c'est certain que si la droite va s'en emparer de ce thème-là, tu sais. Fait que, à un moment donné, si la gauche, tout ce qu'ils ont à dire, c'est oui, transitionnons, ben, ils laissent l'autoroute libre à la droite, eux autres, d'incarner le gros bon sens. Oui, bien en même temps, le retour du balancier, je pense pas qu'il va être vraiment si sévère que ça. Parce qu'on l'a vu, par exemple, aux États-Unis, là, même les États les plus conservateurs, les plus républicains, ils vont pas nécessairement être persécuteurs des trans. C'est-à-dire qu'il va y avoir des réglementations pour empêcher les transitions chez les mineurs, empêcher que les femmes trans puissent être dans les compétitions sportives féminines. D'ailleurs, les conservateurs canadiens n'en ont pas parlé lors du Congrès, alors que ça me semblerait quand même essentiel. Ben oui. Alors que, justement, je pense que le retour du balancier n'est pas aussi extrême que chez ceux qui sont très pro-trans à 100%. Je pense que c'est comme souvent un rappel à l'ordre. Après, ça peut aller un peu loin parce qu'il y en a certains qui vont dire qu'il n'y a aucune personne qui est trans, c'est complètement faux, ça n'existe pas. Alors que, moi, je crois, je suis pas le seul à le dire, qu'il y a des personnes qui sont vraiment nées dans le mauvais corps, ça peut arriver. Mais tu sais, c'est comme le discours a changé, là. C'est qu'avant, tu dis, bon, je suis dans le mauvais corps, donc je vais passer sur le bistouri, je vais prendre des pilules, des hormones, etc., tu sais. Mais là, maintenant, c'est l'auto-identification. Maintenant, on est rendu plus loin. C'est que tu n'as rien qu'à dire, je suis une femme et tu dois être considérée comme femme sans te faire enlever le pénis, sans te faire poser des seins, sans prendre des hormones féminines. Et là, étant donné que je dis que je suis une femme, vous devez respecter mon choix et j'aurai le droit d'aller dans des vestiaires pour femmes. Hey, une minute, là. Ouais, ça devient un peu fou. Puis tu en parles justement de ta chronique aujourd'hui dans le prof en Ontario qui disait j'ai des seins exorbitants, c'est naturel, je suis né comme ça. Ben oui. Finalement, les a plus. C'est déjà fini. C'est des prothèses. Ben, c'est évidemment. Là. Donc, on voit justement que l'auto-identification a ses limites pour des situations comme les compétitions sportives féminines. Peut-être que les conservateurs canadiens auraient dû en parler, à mon avis. Les vestiaires, les toilettes, il y a plein de femmes qui disent que c'est malaisant. Là. C'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on fait des séparations pour les vestiaires et les toilettes. C'est des lieux où c'est privé, c'est un espace privé quand même. On peut pas laisser n'importe qui entrer là. Donc, si on fait juste par auto-identification, c'est-à-dire que ça me donne des situations malaisantes puis qui peuvent être aussi dangereuses. On sait qu'il y a des lieux où il peut y avoir des agressions, où il peut y avoir toutes sortes de situations. Mais d'ailleurs, je pense que c'est en Écosse où justement on est revenu en arrière là, en disant ça a donné lieu à des dérapages totalement. Là. Donc, on avait permis justement à ce que quelqu'un qui se dit femme soit envoyé dans une prison pour femme. Mais là, on dit, ben non, ça n'a pas de sens. Il y a eu des agressions, puis on est revenu en arrière. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis d'ailleurs, je trouve que nos partis plus nationalistes au Québec devraient en parler davantage. Parce que la CAQ, par exemple, je pense pas que la députation soit forcément tant que ça en faveur de politiques qui vont aussi loin en faveur des trans. Mais c'est comme si les politiciens, le gouvernement en place de la CAQ est comme un peu intimidé sur ces questions-là. C'est pas trop quoi faire. Donc, ils laissent la fonction publique prendre en otage ces enjeux-là. Puis la fonction publique québécoise, ben on le sait, on voit très bien que les leaders, c'est vraiment des woke. On le voit dans les nouveaux programmes scolaires qu'ils créent, par toutes sortes de nouveaux programmes qu'ils créent.
Puis les politiciens, c'est comme s'ils veulent pas trop s'attaquer à ces enjeux-là parce qu'on aime le consensus, on veut pas trop s'en prendre, on veut pas essayer d'avoir des opinions qui vont être mal vues par Radio-Canada puis Le Devoir. Mais oui. Donc on se laisse facilement intimider, je trouve, au gouvernement de la CAQ. Et c'est la même chose pour les partis comme le Parti québécois, les bloquistes. Ils parlent pas suffisamment de ces enjeux-là pour dire qu'il faut restreindre certaines choses qui ne vont trop loin. Pourquoi ils n'en parlent pas? Ils ont peur d'être associés à la droite? Je pense que c'est ça. Puis il y a aussi, on sait que ces partis-là ont une tradition d'être des partis sociaux-démocrates, plus de gauche, progressistes. Donc surtout sur les enjeux de valeurs, de morale, ils ont plus tendance à vouloir être du côté du progressisme. Un progressisme plus modéré. Mais là, dans ces questions-là, pour moi, il faudrait clairement que ces partis-là, les partis indépendantistes, connectent avec ce qui me semble être l'opinion de la majorité silencieuse. On dirait que le progrès, c'est les progressistes disent il faut tout le temps aller de l'avant. Faut toujours changer. C'est comme là, c'est le sexe. Après ça va être quoi la race? Je me dis noir, donc vous devez accepter que je sois noir, puis tout ça. Puis après ça va être quoi? Eux autres, c'est comme un train, puis il n'y a pas de frein. Le train est à toute vitesse. Oui, il n'y a jamais de limite. Ça peut jamais déraper, ça peut jamais dérailler. Ben ouais. Faut progresser à tout prix. Oui, mais c'est ça, mais on voit très bien qu'il finit toujours par avoir un retour du balancier, puis on voit que le réel finit toujours par nous frapper. Là. C'est-à-dire qu'il y a toujours des limites qui finissent par nous rattraper. Puis on le voit, là, les prisons pour femmes, on peut pas mettre des trans là-dedans. C'est vraiment dangereux. Puis on le voit dans les compétitions sportives, on le voit avec le cas caricatural de la nageuse Lia Thomas, qui avant était William Thomas. Donc aux États-Unis, la nageuse, quand elle était homme, était comme 230e aux États-Unis, oui. Puis elle est rendue première femme. Oui. Mais c'est parce qu'il y a la même musculature. Donc, on n'est pas trop surpris que ce soit devenu la première femme. Mais écoute, avec le dossier de l'immigration, avec le dossier justement des changements de sexe et tout ça, est-ce que c'est ça qui explique en partie une montée de la droite dans plusieurs pays? C'est qu'il y a des gens qui disent, ben là, c'est parce que la gauche est devenue totalement déconnectée du réel. Oui, bien, je pense que ça les aide beaucoup. Puis il y a aussi la question migratoire, parce qu'on en accueille juste beaucoup trop au Québec puis au Canada anglais. Par exemple, quand on regarde les chiffres, on sait que la crise du logement est directement reliée à une immigration trop importante. Parce que quand on parle au Canada à d'autres pays de l'OCDE ou du même type, la hausse des loyers n'a pas du tout été aussi explosive. Là. C'est vraiment le Canada qui est un cas particulier. Puis on sait que la principale cause, c'est parce qu'on a accueilli trop de gens rapidement, puis on accueille tellement qu'on ne construit pas assez vite. Donc, c'est normal qu'on sait de l'offre et la demande. Mais s'il y a une demande beaucoup plus importante, c'est normal que les prix augmentent. J'en ai souvent parlé ici. Mais donc, on voit qu'il y a vraiment un cas particulier qui est relié à l'immigration. Puis, on voit aussi, justement, sur la question trans, la gauche est allée trop loin. Donc, c'est sûr que les mouvements de droite vont augmenter puis ils vont gagner en popularité. Non seulement ici au Canada, mais en Europe, on le voit aux États-Unis. Trump est quand même assez bien placé dans les sondages aussi. Donc, c'est sûr que c'est sur ces questions-là, la droite va continuer si la gauche est toujours dans l'idée qu'il faut aller plus loin, comme tu dis, dans le progrès. On ne met jamais un frein, il faut toujours aller plus loin. Il faut toujours combattre la fameuse extrême droite. Donc, oui. C'est comme si... C'est comme si, vu que la droite devient de plus en plus opposée à ces idées-là, la gauche se braque en se radicalisant davantage. Est-ce que tu partages les craintes quand même de certaines personnes qui sont à gauche sans nécessairement être à l'extrême gauche et tout ça, mais qui disent, par exemple, les conservateurs voulaient qu'on donne des peines à des gens, des criminels qui tuent des enfants lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Tu comprends? Mettons, si ta blonde est enceinte, quelqu'un rentre avec un bat de baseball, donne un coup sur son ventre, l'enfant meurt, qui aurait une peine de meurtre, okay? Qui serait accusé pour meurtre. Et je pense que ça fait consensus, mais les gens disent, ça c'est une façon de donner au fœtus des droits. Et finalement, ce qu'on veut faire finalement, sans le dire, c'est d'interdire l'avortement. Donc, le cheval de Troie. Là, on dit, on est contre que les jeunes transitionnent sans leurs parents, sans l'accord de leurs parents. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais que dans le fond, on fait passer ça parce qu'on est anti-trans. Tu sais, le côté cheval de Troie, le côté machiavélique de Poilievre. Oui, mais oui, je comprends. Là. Mais en même temps, il faut aussi regarder un peu la mesure explicite comme telle. Il ne faut pas toujours non plus prêter de mauvaises intentions aux gens. C'est sûr qu'il peut toujours avoir une minorité chez les conservateurs puis dans la population qui est vraiment anti-trans.
Mais en même temps, il faut regarder un peu les mesures explicites. Puis si après, le gouvernement veut se rendre plus loin, puis veut vraiment comme interdire, puis enlever des droits concrets, mais là, à ce moment-là, je pense que la population va pouvoir délibérer sur ces questions-là. Mais il ne faut pas toujours prêter des mauvaises intentions aux idées qui sont lancées dans le débat public. Je pense qu'il faut d'abord regarder quelle est la mesure qui est proposée comme telle. Puis après, si les gens veulent aller plus loin, là, on regardera rendu là. Mais il ne faut pas toujours prêter des mauvaises intentions. Donc, pour moi, les mesures qui ont été adoptées en Congrès devraient juste aller de soi. Pour moi, c'est vraiment juste du gros bon sens qui aurait dû être su depuis assez longtemps. Mais c'est comme si là, il y a un tabou sur ces questions-là parce que sinon, on est accusé de transphobie. Il y a donc, tu sais, les gens de la gauche extrême qui disent si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes l'extrême droite. Je pense que la plupart des gens disent non. C'est pas vrai. On peut vous remettre en question sans nécessairement être d'extrême droite, là. Mais ça n'a rien à voir avec l'extrême droite, là, mais non. Mais je pense que ces questions-là, tu en parlais tantôt qu'il y a plus de complaisance pour l'extrême gauche que pour l'extrême droite. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas d'extrême droite, là. C'était vraiment des groupuscules dans un garage, puis ça finit là. Concrètement, sur la scène politique au Québec, il n'y a pas d'extrême droite. Même chose pour le Canada. Donc, il y a parfois des groupuscules ailleurs en Europe, aux États-Unis, mais comment dire, des mouvements politiques comme tels, c'est pas l'extrême droite. Faut en finir avec ces qualificatifs-là qui ont aucun rapport avec la réalité. Drôle de période. Hein? Quand j'étais petit, puis je voyais un gars comme toi avec une grosse voix grave, testiculaire et une barbe, on disait monsieur. T'sais? Mais là, non, il faut te demander la permission. Est-ce que tu es vraiment un homme ou tu es vraiment une femme? Moi, c'est mix en passant. C'est assez spécial. Merci beaucoup, Philippe Lorange. Merci. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Vous écoutez Martino. Écoutez